Bonjour à tous. Bienvenue à cette causerie Lumière sur les auteurs de l'École branchée. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Martine Rioux, je suis la rédactrice en chef du magazine. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter avec des auteurs du numéro de la revue de l'hiver 2024-2025 sur le numérique pour soutenir la motivation à lire, écrire et compter. Donc, dans ce numéro-là, on voulait vraiment revenir à la base, à l'essentiel là, des apprentissages de la littératie, en lien avec les langues et les mathématiques qui sont vraiment à la base des apprentissages. Donc, avant de laisser la parole à nos auteurs, je voulais quand même revenir un petit peu sur le magazine, qu'est-ce que c'est, et l'école branchée aussi en général. Donc, le magazine, on a le format imprimé ou numérique, selon ce que vous préférez, votre confort de lecture. Et nous l'avons aussi le magazine en français et en anglais. Donc, toujours intéressant de se procurer aussi et de lire les deux éditions. Puis pour ceux qui ont la version numérique, vous avez accès aux deux langues dans votre environnement d'abonnés. Donc, il y a des articles qui sont différents en français et en anglais. Donc, on essaie vraiment de ne pas seulement offrir une traduction exacte là, des deux magazines, là, français-anglais, mais vraiment d'avoir des compléments différents dans les deux langues pour avoir des articles un peu plus, adaptés là, au public. Ensuite, ben aussi pour les gens qui lisent le magazine, vous pouvez aller réclamer là, un badge de lecture chez notre partenaire Cadre 21. Donc, pour ceux qui ont lu le magazine, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller vous procurer votre badge de lecture. Donc, l'école branchée, qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous connaissent un peu moins? Donc, oui, on a le magazine, mais on a aussi un fil d'actualité et de nouvelles presque quotidien sur toute l'actualité en éducation. Beaucoup de projets inspirants, de témoignages qui sont présentés là, sur notre fil de nouvelles. Au Québec, au Canada français et aussi même ailleurs dans le monde, en France, en Belgique. Donc, on essaie vraiment de montrer le beau qui se passe en éducation à travers notre fil d'actualité. Puis vous êtes toujours invité à y contribuer aussi quand il y a des beaux projets qui se passent dans vos milieux. Vous pouvez nous soumettre des articles pour collaborer. L'école branchée, c'est aussi des formations. Donc, on a les formations Créacan, qui sont les Créacan découvertes, qui sont des formations virtuelles en ligne d'une heure. Donc, soit le midi ou en fin de journée pour essayer de s'adapter là, à vos horaires chargés dans le milieu de l'éducation. Donc, il y a plusieurs thématiques. Vous pouvez aussi aller consulter notre site web pour voir là, tous les créacans qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Puis finalement, on a des guides d'activités pédagogiques pour favoriser l'intégration du numérique à l'école. Donc, vraiment des guides clés en main sur des thématiques souvent d'actualité ou qui peuvent durer dans le temps pour vous inspirer et que vous pouvez prendre clés en main pour utiliser en classe. Donc, si vous voulez ne rien manquer de tout ça, le mieux, c'est de vous abonner à notre infolette à écolebranchée.com/hebdo. Donc, à toutes les semaines, vous allez recevoir vraiment un condensé là, de ce qui s'est passé à l'école branchée dans la dernière semaine. C'est envoyé l'hebdo à tous les mardis et vendredis aussi. Donc, sans plus tarder, passons au magazine qui nous réunit aujourd'hui, ce midi. Donc, comme j'ai dit d'entrée de jeu, on voulait revenir à l'essentiel en abordant là, tout l'apprentissage des langues, des mathématiques, lire, écrire, compter, c'est quand même la base de la littératie pour les jeunes et le numérique peut y contribuer aussi grandement. Donc, on a voulu recueillir, là, vraiment rassembler des auteurs, des témoignages qui venaient mettre en évidence comment le numérique, les outils numériques peuvent contribuer à tout ça. Donc, on a vraiment eu une belle participation, en fait, là, de beaucoup d'auteurs avec nous. On traite de rédaction, de lecture, de mathématiques et autres sujets. Donc, je vous invite à parcourir le magazine. Puis, ben, ce midi, on a la chance d'accueillir 4 auteurs avec nous. Donc, je vais vous les présenter dans les prochaines minutes. Donc, ils vont prendre la parole et on veut vraiment avoir une discussion ouverte avec tout le monde. Donc, on a avec nous Julie Noël, qui est conseillère pédagogique au Service national du récit, au service des langues.
Ensuite, Tony Genis, qui est au Conseil en éducation des Premières Nations. J'avais l'acronyme uniquement en tête. Donc, qui a signé un article dans notre numéro en anglais. Donc, mais la version française de l'article est aussi disponible sur notre site web. Donc, comme vous voyez, on essaie d'avoir la diversité aussi. Ensuite, il manque une slide. Bon, j'ai deux autres auteurs avec moi ce midi. Jocelyn Dagenet, aussi conseiller pédagogique, récit local au CSS des Hautes-Rivières. Et ensuite, Stéphanie Rioux, finalement, du Service national du récit des mathématiques, de la science et des technologies. Donc, une belle représentation du récit ce midi avec nous. Donc, ben, sans plus tarder, on n'avait pas déterminé d'ordre pour les prises de parole, donc je vais y aller vraiment par ordre selon mon écran. Donc, ça serait toi, Julie Noël, qui serait l'heureuse élue pour commencer le bal. Donc, ben, je t'invite à ouvrir ton micro, si tu veux, pour prendre la parole. Puis, on va regarder ton article qui s'intitulait Lire, écrire et communiquer à l'ère du numérique, des compétences interreliées. Donc, ben, peut-être d'entrée de jeu, me dire qu'est-ce que... Je vais arrêter le partage d'écran, par contre, pour qu'on soit plus entre nous. Voilà. Donc, peut-être nous dire quel était ton objectif là, quand tu as commencé à rédiger cet article-là. Ben, tu l'as dit hein, d'entrée de jeu, la revue s'appelle Lire, écrire et compter. J'ai dit, ouais, mais nous, en français, on a lire, écrire et communiquer. Puis pour moi, ce sont trois compétences qui sont interreliées. C'est-à-dire que, ben oui, je vais lire, je vais aller voir comment font les auteurs. Puis, quand on va observer ce travail-là d'auteur, ben, on va pouvoir en discuter. Fait que là, déjà, la communication orale, elle est là. Et suite à ça, ben, je vais aussi communiquer, hein. Mais je vais communiquer cette fois-ci par écrit. Fait que moi, je vais en composer des textes, mais je vais m'inspirer de ce que font les auteurs par leur procédé. Fait que pour ça, pour moi, c'est interrelié. Puis toute l'importance aussi d'enseigner hein, la communication orale. On faisait des blagues avant que la salle soit ouverte tantôt, dire je dis, oh mon Dieu, je me suis pas préparée, mais je sais ce que j'ai écrit, mais souvent on fait ça hein, dans les classes. Oups, les élèves sont sur le spot, puis on dit, ah, ben oui, on a des traces d'oral. Oui, il y a l'oral spontané. On est en contexte d'oral spontané ce midi, mais il y a il y a l'oral préparé, puis il y a les stratégies en amont qui doivent être enseignées. C'est ça. Et après ça, on pourra observer l'évolution là, de la compétence des élèves. Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est important de le mettre en évidence, là, que toutes les compétences sont vraiment liées entre elles. Là. C'est le cas de le dire. Là, et on ne peut pas aller une sans l'autre. Puis, ben, dans ton article, tu donnais des exemples de projets qui avaient été réalisés dans des écoles. Ben, on va peut-être en parler rapidement. Là. Il y a celle sur les jeunes auteurs branchés. Je ne sais pas si tu voudrais nous résumer un petit peu là, quelle était la nature de ce projet-là qui a eu Ben lieu oui, là, au Centre de service scolaire des Premières Seigneuries dans la région de Québec. exact. Euh, Jeune auteur branché, c'est un projet qui a vu le jour dans des classes de troisième à la sixième année. On est arrivé dans un contexte où on avait des élèves qui n'avaient pas nécessairement utilisé du numérique en classe, des enseignants non plus. Puis c'est pas parce qu'on n'en a jamais utilisé qu'on n'est pas capable de mettre en place un projet là. Fait que dans le fond, l'apprentissage des technologies se faisait au fur et à mesure que les élèves avaient à travailler avec le numérique. Par exemple, observer le travail de l'auteur. Ben oui, on a utilisé des livres papier, mais on a utilisé aussi des livres qui peuvent être disponibles sur la bibliothèque scolaire Biblius. Et de noter de façon collaborative dans des tableaux les procédés d'auteur pour qu'on soit capable de réinvestir.
On était dans des contextes où on n'avait pas nécessairement un appareil par élève. Fait que dans le fond, les élèves travaillaient avec leur partenaire de lecture, mais qui devenait aussi leur partenaire d'écriture dans les documents collaboratifs. Ce qui a été très gagnant, c'était de travailler à même un document toute la classe. Pas deux classes, ça, on a essayé, c'était pas une bonne idée. Il y a une école qui avait décidé, ça faisait trop de monde en même temps. Et tout simplement, là, eux autres, c'est le contexte Google, fait que c'était dans un Google présentation, mais ça aurait pu être dans un PowerPoint en ligne. Et l'avantage, c'est qu'il y a une diapo pour deux élèves, mais je peux aller voir aussi ce que les autres font, puis m'inspirer. Oh mon Dieu, ils ont eu cette idée-là dans cette équipe-là, puis moi, faire du cours sur l'idée des autres. On peut se donner des commentaires qu'on n'aurait pas pu faire avec le papier. Fait que ça a été vraiment très révélateur. Puis on intégrait beaucoup la multimodalité. Donc, on travaillait un élément multimédia à la fois. Par exemple, partir d'une banque de sons pour s'inspirer, pour pouvoir écrire. Et les élèves pouvaient aussi, tranquillement, pas vite, ajouter dans leur écrit, on était dans des écrits courts, ajouter du son, de la vidéo, des images, en respectant le droit d'auteur, naturellement les droits. Un autre apprentissage à faire, là. Oui, oui, fait que ça a été très gagnant. Puis on peut-tu faire un petit pub? On va Mais oui, avoir mais oui. une belle journée thématique à la COP cette année, vive le processus, comment on dit ça, vive l'écriture à l'ère du numérique. Je pense, je me rappelle pas Le précisément, titre mais exact. exactement, mais on va être dans un contexte où on va travailler en interrelation des trois compétences, puis on va être en différenciation pédagogique parce qu'on s'adresse à la fois aux gens du primaire, du secondaire, puis on peut même avoir de la formation générale aux adultes. Fait que on va pouvoir différencier puis offrir des choix différents à nos participants. Fait que ça va être vraiment un réinvestissement là, de ce projet-là, puis de Tout à démontrer la fait, relation là, entre les compétences là, qui va se vivre à ce moment-là. exactement. Puis dans le Puis, fond, ben, mieux de le vivre, c'est de le vivre comme auteur pour après ça être capable de le transposer dans sa classe avec les élèves. puis j'imagine justement le fait de travailler en collaboration dans les mêmes documents, ça doit être quand même quelque chose de nouveau pour les élèves, là. Est-ce que c'est quoi les apprentissages qu'ils faisaient de ça? Est-ce que c'était déboussolant pour eux? Comme justement, tu parles, ils vont voir ce que les autres font, mais est-ce qu'il y en a qui disaient, ah non, je veux pas que les autres regardent ce que je fais? Comment ça se déroulait? Ben ça s'est déroulé dans un grand respect. C'est sûr que la première activité, avant de dire OK, let's go, les amis, on s'en va, on écrit un texte, ben moi j'aime ça l'appeler l'activité touche partout. Ça sort drôle dit comme ça, mais on essaye les boutons, hein? On essaye les boutons pour comprendre. Ah, mon Dieu, je peux changer ma police. Ah, je peux grossir. Ah, je peux ajouter une image. Alors, puis après ça, de se partager ces petits trucs-là. Fait que quand ce processus-là de technique qui n'est pas très long est fait, puis qu'on comprend aussi, on apprend aussi à respecter la diapositive de l'autre. Il y a un enseignement aussi qu'on doit faire au niveau de comment je vais donner des commentaires à l'autre équipe. Ben, je vais essayer de voir qu'est-ce qui est positif. Fait qu'on aimait ça appeler ça la perle. Je vais nommer une perle du texte de l'autre équipe, puis je vais nommer un défi pour qu'il puisse s'améliorer. OK, Fait fait que qu'il y c'est avait le vraiment de reste. la rétroaction là, qui se faisait aussi là, en même temps. Exactement. Fait que c'est long. Les élèves qui ont vraiment apprécié ces nommés. On a d'ailleurs sur notre site plusieurs vidéos là, d'élèves qui disent que de travailler avec des partenaires, de travailler avec en collaboration, ils se retrouvent pas tout seuls, fait que ils se sentent supportés, fait qu'on devient une communauté d'apprenants là, avec un esprit d'entraide. Super. Puis je vais juste mentionner, là, s'il y a des participants qui veulent poser des questions, là, vous êtes libre d'ouvrir caméra, micro pour nous parler. On veut vraiment que ce soit une discussion ouverte. Ou c'est pour ceux qui sont plus discrets ou gênés, là, vous pouvez poser des questions là, dans le clavardage. N'hésitez pas à le faire. Puis, ben, Julie, je voulais m'attarder aussi peut-être à un autre projet là, sur la littérature jeunesse et la programmation.
qui a été vécu au Centre de service scolaire de Montréal avec des jeunes premier cycle, deuxième cycle du primaire. Ça m'avait quand même interpellée là, de voir qu'on mélangeait littérature jeunesse et programmation. Donc, si tu veux peut-être nous dire un petit mot là, sur ce projet-là qui s'est déroulé à Montréal. Oui, tout à fait. La programmation, on a une facilité à l'associer aux mathématiques. Là, je pense à ma collègue Stéphanie, mais il y a quelque chose, il y a des, on peut travailler la programmation et aussi développer nos compétences au niveau du français. On a fait un projet pour travailler la communication orale. On a fait un autre projet où on travaillait avec à partir de la littérature jeunesse. Euh, on est vraiment dans un autre contexte. On n'est pas dans le lire et répondre à des questions. On est dans le lire et être capable par exemple, d'avoir deux personnages. Et qu'est-ce que j'ai retenu dans le fond, d'être capable de démontrer ma compréhension autrement de ces deux personnages-là. Et là, c'est dans ma programmation où je vais venir programmer les robots pour les différentes actions que les personnages ont fait dans l'histoire. Et là, c'est là que OK. je peux voir comme enseignant que l'élève a bien compris l'œuvre qui avait été en question. Fait que c'est dans cet OK, fait esprit-là que ça l'amène qu'on vraiment à un autre niveau, là, en fait, de compréhension quand même, là. tout à fait. Puis il y a des robots en plus où on peut ajouter des voix. Fait qu'on peut OK. travailler aussi la communication orale. Là. Je pense entre autres au robot Dash, hein, mais il y en a d'autres. Mes collègues les connaissent encore mieux que moi, là, la programmation. Fait que c'était vraiment très gagnant là, avec les élèves. De travailler puis de démontrer que j'avais compris ce que j'avais lu avec ma programmation des robots. Parfait. Ben, je te remercie, Julie. Là, j'ai pas de, il semble pas y avoir de questions pour l'instant. Donc, ben, on va continuer. On va passer à un autre auteur qui va nous présenter son article. Puis, ben, si vous voulez revenir là, par la suite sur ce dont on vient de discuter, il n'y a aucun problème. On va y revenir. Ben maintenant, on va poursuivre, je pense, sur la lancée là, des communications avec la manière de communiquer avec Tony. Je te vois ce sourire. Je pense que tu savais qu'on s'en est vers toi. Je te Donc, voyais venir, oui. ben, comme j'ai dit d'entrée de jeu au départ, l'article de Tony a été publié là, dans la magazine papier est en anglais, mais on l'a aussi la version en français sur notre site web. Donc, c'est un article qui a été écrit en collaboration avec des gens du département de l'Université Laval. Là. Il y a plusieurs départements. Département d'informatique et département des langues à l'Université Laval. Donc, c'est un projet là, qui émane de l'université et auquel tu participes, Tony. Tu pourras nous expliquer dans quel contexte et tout ça. Donc, c'est vraiment un programme de pen pal, des correspondants, mais vraiment pas la manière lettre. On s'envoie des lettres par la poste comme on était habitué jadis, disons-le comme ça. Donc, c'est vraiment une toute nouvelle manière d'avoir des correspondants pour apprendre une nouvelle langue, puis en tandem. Donc, ben, peut-être, ben, justement, si tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, puis c'était quoi l'objectif avec l'article qui a été publié. Oui, tout à fait. Ben, dans le fond, l'apprentissage de langue en tandem, l'idée derrière ça, c'est qu'on vient jumeler deux personnes qui apprennent des langues secondes. Donc, l'exemple classique au Québec, c'est j'ai un étudiant ou une classe d'étudiants québécois francophones qui apprennent l'anglais. Ailleurs dans le Canada, j'ai des anglophones qui apprennent le français. Et donc, on va jumeler les classes, on va jumeler les élèves idéalement en paires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des situations de communication. Donc, ça vient un peu lié avec ce que Julie disait tout à l'heure, hein, les communications, ça peut être par écrit, ça peut être à l'oral aussi. Ben, c'est un peu ça aussi. On va choisir la façon, le médium qu'on va exploiter avec nos élèves. Et à ce moment-là, on va encourager nos élèves tour à tour à communiquer dans une des deux langues choisies. Donc, on va commencer, l'exemple, moi, que je faisais en classe avec mes élèves commençaient en écrivant une lettre où ils se présentaient en anglais, donc dans leur langue seconde. Euh,
Là, et on l'envoyait, dans le fond, on écrivait une lettre. La réalité, c'est qu'on écrivait un courriel. Puis il y a Ouais. une superbe, en fait, il y a une très belle plateforme que l'Université Laval a créée, mais ça, c'est avec le projet de recherche, je vais y aller plus tard. Mais on peut écrire un courriel, on peut faire aussi une lettre manuscrite si on veut, mais les technologies nous simplifient énormément la vie là-dedans. Donc, on l'envoie on envoie un courriel à nos partenaires où, moi, la première chose que je faisais, c'est vraiment un texte de présentation, qui je suis, etc. Et là, nos partenaires anglophones, nous répondent en anglais, eux aussi. On reste dans la langue d'apprentissage des élèves. Et là, ben, ils vont répondre, valider que la personne a bien écrit, tu sais, donner des réactions. S'il y a des éléments qu'ils ne comprennent pas, ils vont demander des clarifications. Ils vont poser des questions supplémentaires, élaborer plus loin. Et là, mes élèves reçoivent cette rétroaction-là, reçoivent ce nouveau texte-là, et là vont répondre, mais là, cette fois-ci, en français. Donc, dans leur langue maternelle. Et là, les élèves vont recevoir un texte en français, vont devoir, eux, c'est leur langue seconde, vont devoir valider leur compréhension, poser des questions, etc. Et c'est un échange comme ça, dans le fond, où Et il y a des opportunités pour les deux personnes de pratiquer leur langue seconde. Et il y a des opportunités pour eux d'être les experts, dans le fond, qui vont conseiller l'autre apprenant. ça Donc, amène vite comme vraiment ça. une dynamique qui est quand même différente de ce qu'on voit habituellement là, comme correspondance entre jeunes, là. Oui, tout à fait. Puis c'est moi, ce que je dis, c'est beaucoup plus simple d'y aller par des textes simplement parce que c'est de la communication asynchrone. Donc, on n'a pas à s'assurer d'être présent en même temps. C'est possible de le faire à l'oral aussi, soit de façon synchrone ou même asynchrone, de se laisser des messages audio et là d'y répondre par la Et suite ou tout ça. Le faire en direct synchrone peut se faire aussi à l'écrit et à l'oral, là, mais écrire rapidement dans sa langue seconde, dans un chat, peut être un peu plus stressant, disons, et parler encore plus. Mais c'est toutes des modules, des façons de faire, dans le fond, de l'approche en tandem. L'approche en tandem, elle existe avant l'arrivée de la technologie, où là, on assoyait carrément deux personnes face à face et on disait, ben, vous allez parler 20 minutes dans la langue, dans la première langue, 20 minutes dans la deuxième langue. Euh, la réalité, c'est que là, grâce à la technologie, ben, on peut faire ça avec tout le monde à travers le monde, dans le fond, là. oui, puis c'est ça. Puis dans l'article, justement, il y avait des exemples là, d'enseignantes qui sont, attends, je regarde là, Du avec, qu'il y avait un Mexique. échange entre Vancouver et le Mexique. Donc, on voit Oui, là, que là, c'était, je pense à ce moment-là, c'était anglais-espagnol qui étaient les deux langues, oui, d'échange, là, d'apprentissage. On avait aussi un exemple là, de français langue seconde avec l'Ontario et l'Australie. Donc, oui. ça, on voit là, qu'il n'y a, il y a plus de frontières, là, justement, pour, puis ça peut aller très vite là, pour jumeler des classes, hein. Tout à fait. Moi, ma première expérience que j'ai eue, c'est une des co-autrices de l'article, en fait, Susan Parks, qui est professeure de didactique à l'Université Laval, qui m'avait présenté cette approche-là, puis j'avais réussi à trouver une classe partenaire au New Jersey. C'était vraiment ma première expérience, puis c'était vraiment intéressant. Et là où ça devient, moi, je trouve vraiment fascinant, c'est de voir que mes élèves me demandaient d'écrire, avaient hâte de se mettre à la tâche, avaient hâte d'écrire à leurs partenaires. Puis bon, pour tous les enseignants de langue ici, je pense personne. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent et qu'on aimerait voir davantage, des élèves qui nous demandent d'écrire. Mais c'est vraiment ça, là. Et des élèves qui, dans des tâches plus traditionnelles, plus classiques en classe, pouvaient m'écrire un texte de 150, 200 mots, et vraiment, ça, c'est à reculons, presque pour leur arracher des dents. Là, pouvaient m'écrire des textes de 300, 400 mots en, des fois, seulement 75 minutes, là. Vraiment des élèves passionnés, intéressés, qui donnaient plus à leur partenaire de tandem qui pouvaient m'en donner à moi, l'enseignant. Mais moi, tu pouvais regarder. Ça Oui, contribue à ton oui, apprentissage. ben oui, oui, puis tu sais, moi, dans une perspective aussi, tu sais, quand on est enseignant, on veut vraiment, oui, contexte authentique, Julie, c'est ça, c'est exactement ça, en fait, puis c'est un petit peu l'objectif ultime de l'apprentissage d'une langue seconde, c'est d'avoir un contexte authentique, hein. Donc, on avait vraiment ça. C'est vraiment extrêmement motivant, signifiant pour les élèves.
Puis, Est-ce que c'était des ouais. jeunes du primaire ou du secondaire dans ton Moi, mon projet? expérience, je l'ai fait secondaire 1, 2 et 3. OK. Il y a une des personnes, une des enseignantes qui partage son expérience dans l'article, Shana Cyr. Shana, elle enseigne l'anglais intensif sixième année. En sixième année. Puis elle a même fait un petit projet de collaboration avec la titulaire de classe. Donc, quand vient le temps de communiquer en français, c'est la titulaire de classe qui s'occupe de ça, qui focus sur les stratégies d'écriture en français langue maternelle. Et lorsqu'on tombe en anglais, ben là, on fait vraiment du travail sur les stratégies d'écriture et de communication en langue seconde. Fait qu'il y a une super belle collaboration que moi, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir au secondaire parce que les profs de français du secondaire, euh, comment je peux dire ça, traditionnellement sont plus, on dirait plus souvent réticents à l'idée de sortir de leur programme, à sortir du contexte de ce qu'ils s'imaginent qu'ils doivent absolument montrer aux élèves. Donc, j'avais eu moins de réceptivité, moi, à cette approche-là, malheureusement, mais c'était somme toute quand même très intéressant pour mes élèves, là. Oui. Puis, ben c'est ça, toi, tu l'as fait pendant une année, en fait, le projet, ou plusieurs Euh, années? Ben, en fait, c'est ça. Moi, j'ai fait ça pendant presque, en fait, jusqu'à la fin de ma carrière d'enseignant. Maintenant, je suis conseiller pédagogique, donc je l'ai fait pendant à peu près 8 ou 9 ans, OK, quand l'approche en même, là, tandem. oui, Oui, OK, oui, oui, OK. oui, non, non, c'est pas. Mais c'est ça, on a fait un projet de recherche à l'Université Laval qui était vraiment, bon, avec des bourses aussi qu'on a reçues et tout ça. Et on a même l'Université Laval avec Laurence Capu, qui est une des co-autrices. Elle a créé une plateforme qui s'appelle tandem.ulaval.ca où on peut enregistrer vraiment nos classes pour essayer de trouver des partenaires. Parce que le plus gros défi de cette approche-là, c'est de trouver une classe avec un enseignant qui comprend bien l'approche, qui comprend bien c'est quoi. Donc, c'était ça le plus gros défi. Puis aussi de trouver une plateforme qui était sécuritaire pour nos élèves pour communiquer. Donc, Mhm. la plateforme Ulaval, dans le fond, ne collecte aucune donnée personnelle des élèves, donc beaucoup plus sécuritaire. On a juste à parler à nos jeunes et comprendre l'importance de ne pas trop donner d'informations confidentielles lorsqu'on Oui, communique dans leur avec lettre. oui, c'est ça. Mais ça fonctionne vraiment bien. Puis la plateforme permet de laisser des messages asynchrones, de publier des feuilles, des images. Donc, moi, éventuellement, juste avant que j'arrête, j'étais rendu, par exemple, à dire à mes élèves, ben là, vous avez fait un projet en classe, ben vous allez on va le numériser, le projet en classe, que ce soit une tâche d'écriture ou un projet artistique ou peu importe qu'on a fait en anglais, et vous allez le publier sur la plateforme Tandem et vous allez le présenter à vos partenaires en anglais. Donc, on peut Ça vraiment y aller allait dans beaucoup quel... plus loin, là, c'est ça, là. Oui, tout à fait. Oui. Puis ben là, tu as parlé d'une classe au New Jersey. Est-ce qu'à chaque année, tu l'as refait avec le même, la même école ou classe, ou est-ce que tu t'es promené dans le monde virtuellement? Je me suis promené un petit peu dans le monde. Ça a été un peu dur de trouver des classes assez stables. Ça, c'est un des gros défis, c'est de trouver vraiment des classes qui ont le meilleur horaire. New Jersey, je l'ai fait 2 ans de mémoire, puis ensuite j'ai travaillé 3 ans. Vraiment, j'ai eu comme quelques écoles où ça a été plus difficile. Puis pendant 3 ans, ben, en fait, jusqu'à mon départ de l'enseignement, j'ai été avec une école en Ontario avec laquelle ça fonctionnait vraiment bien, que les élèves comprenaient la tâche, l'enseignante aussi comprenait bien l'approche. Puis ça fonctionnait très, très bien, là. Ouais. Puis ben là, tu parlais un petit peu du projet de recherche Oui. à l'université. Donc, c'est ce qui a permis de développer la plateforme, en fait, c'est ça? Exactement, c'est ça qui a permis de développer la plateforme. Il y a eu justement, à travers le développement de la plateforme, il y avait un projet de recherche aussi sur l'efficacité de cette Mhm. approche-là, l'effet sur la motivation des jeunes. C'était quoi, par exemple, les zones de difficulté, de résistance qu'on pouvait rencontrer. Puis, tu sais, rapidement, les 2 points, je pense, de difficulté les plus significatifs. Le premier, c'était de trouver une école partenaire. Ça, c'est vraiment le plus gros défi. Et ensuite, il y avait la peur des élèves de juger l'autre. C'est-à-dire, moi, OK. j'encourageais les élèves de souligner les erreurs que la personne faisait. On veut que notre partenaire apprenne. Et les élèves, au départ, j'avais beaucoup d'élèves extrêmement résistants à l'idée de corriger les élèves parce qu'ils avaient peur d'être impolis ou insultants.
par OK. rapport à ça. Donc, il a vraiment fallu que je bâtisse un peu comme des critères. C'est comment on identifie des erreurs qui vont aider, d'avoir une posture de guide, d'aidant, de faire comprendre ça à mes élèves. Et c'est venu, comme je pense, faire ressortir quelque chose aussi qui est un peu l'attitude de nos étudiants par rapport à l'erreur et par rapport à l'évaluation, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup dans une posture d'évitement. Mhm. Je pense on en aurait long à dire, je pense, par rapport à l'évaluation dans les écoles québécoises, par rapport à ça. Mais c'est ça, donc j'avais préparé vraiment vraiment trois critères très simples à mes élèves. C'était est-ce que l'erreur nuit à ma compréhension? Donc, est-ce que je lis quelque chose et là j'arrive à quelque chose que, je comprends pas ce que la personne a voulu dire, je dois vraiment signaler l'erreur. Est-ce que l'erreur aiderait mon partenaire à s'améliorer? Je vois une erreur, le classique pour des anglophones qui apprennent le français, c'est des erreurs de masculin-féminin. Hein, puis des Ouais. fois, ça peut être vraiment comme horrible à l'oreille. Donc, ben oui, ça peut l'aider à s'améliorer, je vais le signaler. Puis le troisième critère, c'est est-ce que moi, je sais corriger cette erreur-là? Donc, de remettre un peu, un peu de responsabilité puis un peu de Ouais, travail métacognitif sur mon étudiant, de dire, comment je peux l'expliquer? Et on n'allait pas dans les règles de grammaire. Là. On pouvait juste dire, par exemple, tu as dit le table alors qu'on doit dire la table. Et c'était ça, tout simplement comme correction. Mais ça avait, chez mes élèves, vraiment un réel effet, là, une réelle volonté d'apprendre et de s'améliorer. Euh, puis, ben, des fois, de d'apprendre à faire de la rétroaction, en fait, à l'autre personne pour que ce soit utile là, pour elle. Là. Ouais. Puis j'ai des élèves très bons en anglais qui me disaient, ben moi, l'approche en tandem, ça m'a rien donné en anglais, mais je corrige mieux mes textes en français maintenant. Donc, c'est ça, c'est que c'était vraiment intéressant de réaliser que chez certains élèves particulièrement à l'aise dans leur langue seconde, en fait, ils allaient chercher du développement dans leur langue maternelle, finalement, dans leur stratégie de correction, de Ah lecture et oui. tout ça. Donc, il y a vraiment, c'est une approche qui est intéressante parce qu'elle va chercher autant la langue maternelle que la langue seconde. Oui, puis c'était vraiment Oui. justement d'apprendre à. Ben, c'est le contexte d'apprentissage aussi, là, de comment on se corrige, ben, comment on corrige l'autre, mais après, comment on se corrige nous-mêmes là, aussi. Là, c'est ça, de se faire notre propre auto-évaluation ou notre propre rétroaction là, comme auteur. Oui, c'est ça. C'est vraiment une approche, moi, qui me permettait des fois je réalisais suite à la réception d'une des communications de de nos partenaires, soit du New Jersey ou de l'Ontario. Là, je faisais comme, oh, il y a tel élément que je peux définitivement faire un cours ou deux là-dessus, de revenir sur tel élément linguistique, telle règle de grammaire ou tel élément textuel, ou juste des fois des petits éléments culturels aussi quand les élèves recevaient des textes, ils disaient je suis en huitième année. J'avais des élèves vraiment qui disaient ben là, il y a beaucoup doublé cette personne-là. Et là, non, c'est secondaire 2. Euh, c'est ça, fait qu'il y avait plein de petits éléments comme ça vraiment très intéressants, là. Ben, il y a plein d'apprentissages à faire là, de tout Oui, ça. tout à fait. Donc, ben, merci. Merci, Tony. Mm. Il y a pas trop de questions, donc je pense que c'est clair. C'est ça, si tu veux partager là, dans le clavardage, peut-être le lien vers Tandem, ben, l'adresse est simple, là, tandem.ulaval.ca, mais peut-être le repartager s'il y a des gens qui sont intéressés à aller découvrir la plateforme puis en apprendre plus sur cette façon de correspondre. Tout à fait. Je vais partager aussi le lien du site web de l'Université Laval pour le projet de recherche lui-même, OK, s'il y OK. a des gens qui sont intéressés à Ben ça oui, aussi. super. Si. Donc, ben, sur ça, on va glisser maintenant du côté plus des mathématiques. Donc, ben, on va y aller avec un article qui a été signé par Jocelyn Dagenet et Marie-Josée Maheu sur des pratiques pour enseigner, des pratiques à connaître pour enseigner les mathématiques de façon optimale et dans le plaisir. Donc, on aime toujours ça, le plaisir à l'école. C'est sûr. Donc, ben, Jocelyn, si tu veux nous faire un petit résumé là, de l'article, je sais que tu l'as relu de façon très studieuse ce matin. J'ai fait de mon bon élève, hein. J'avais un devoir, donc il fallait que je relise ce que j'avais écrit. Puis il y a Marie-Josée là, qui ne pouvait pas être là, avec qui Oui. j'ai écrit l'article, qui est une collègue conseillère pédagogique au CSS de la Vallée des Tisserands. En fait, là,
On a écrit pratique, mais tu sais, des fois, c'est une pratique, c'est pas une pratique. Bref, on a utilisé ce mot-là pour que ça soit plus simple. Mais en fait, on a identifié trois éléments là, qui, selon nous, ressortaient un peu. C'était essayer de réunir aussi ce qui pouvait aller fonctionner au primaire et au secondaire. Donc, évidemment, là, la première partie de l'article parle. Puis peut-être que tu me permets-tu de partager mon écran? Ben oui, vas-y. Tu devrais avoir les Attends, droits ouais, de le là. faire. Normalement, ouais. Je sais pas s'il va le prendre. J'avais pas. C'est correct. Ben, on a... C'est pas plus grave que ça. J'avais pas vu que j'avais réinstallé mon Zoom tantôt. C'est correct. J'avais pas donné les droits puis tout ça, puis peut-être pas le temps. Mais en fait, on a parti avec la première partie de l'article, on parlait du C'est le référentiel référentiel, là, d'intervention en hein? mathématiques qui est sorti en 2019. Puis bon, avec il y a eu, je pense, ce qu'on appelle une pandémie après ça. Fait que c'est le genre de document que le ministère sort juste avant un bel événement et que c'est comme tomber dans les cracks. Et il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas pris connaissance. Bon, oui, les conseils pédagogiques dans les centres de services au Québec l'ont utilisé. Mais en fait, ce que c'est, tu sais, c'est pas. En fait, c'est pas une pratique, mais c'est plus une posture de genre de comment on veut développer notre classe de mathématiques. Donc, l'idée, c'est comment on fait pour donner du sens aux mathématiques. Ben, puis il y a comme trois sphères. Donc, on parle de la fluidité, de la flexibilité, puis de la compréhension conceptuelle. Donc, souvent, les profs de maths, puis autant qu'on soit au primaire qu'on soit au secondaire, ben, c'est sûr qu'on est on va le dire, souvent plus dans la fluidité. Tu sais, on a l'impression on est tous allés à l'école. Même les parents aussi ont comme une vision de comment on devrait apprendre les mathématiques puis faire des mathématiques, hein. Si je demandais à tout le monde ici, est-ce que vous avez des souvenirs de... Bon, peut-être que ça prend peut-être 50 ans et plus, fait que là, je vais dévoiler mon âge. De faire des combats de table de multiplication en rangée au primaire. Moi, j'ai fait ça. Donc, est-ce que ça, c'est une pratique qui est, euh, qui est acceptable ou est-ce qu'on devrait faire ça? Bon, là, je dirais que peut-être que c'est pas la meilleure pratique. Il y a quand même peut-être quelque chose d'intéressant avec le jeu en mathématiques, par exemple, mais peut-être que la pratique en elle-même, celle-là, est peut-être pas optimale. Donc, on est beaucoup dans ce genre de pratique-là, de dire de la fluidité. Donc, on veut mémoriser, on veut automatiser certains faits et procédures. Puis, il y en a pour qui faire des mathématiques, ça reste faut être rapide. Tu sais, genre la croyance populaire que pour être bon en maths, la rapidité fait partie de ça aussi. Donc, souvent, on est dans beaucoup la fluidité. Et là, ben, on oublie les autres sphères des mathématiques, de la flexibilité, entre autres, donc de trouver plusieurs façons de résoudre un problème, d'inventer une procédure, donc de trouver c'est quoi la procédure qui est la plus efficace pour résoudre un problème. Donc, ça fait partie de la flexibilité. Puis, il y a évidemment, ben, comprendre la mathématique qui est derrière, donc comprendre ce qu'on appelle dans nos termes de nous, les pédagogues, les concepts, les processus, donc de comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, c'est quoi les liens qu'on peut faire entre ces éléments-là. Ben, Puis, c'est vraiment d'aller plus loin que ouais, juste ouais, c'est apprendre des ça, tables de multiplication par cœur, là. ben, et c'est pour ça que ces trois cercles-là, ces trois sphères-là, ben, c'est comme un diagramme de Venn. Donc, dans le sens que c'est pas juste un isolé, c'est les trois ensemble. Ils sont en synergie, les trois ensemble. Donc, ça, c'était la première partie de l'article. La deuxième partie, ben, on a parlé il y a une recherche qui est arrivée depuis à peu près 2015. Peter a commencé, je pense, en 2011, mais peut-être plus apparu du côté de 2000, pas 2015, 2005, pardon. Donc, on parle de Peter Liljedahl, qui est un ancien prof de maths au secondaire qui réside en Colombie-Britannique. Et lui, il a enseigné longtemps, il est devenu prof à l'université, et ainsi de suite, et il a fait de la recherche. Donc, il est allé visiter autant des classes au primaire qu'au secondaire. Et il a relevé, il s'est rendu compte qu'en observant, donc, on a l'impression que les élèves font des mathématiques, mais les élèves, en fait, ils font beaucoup du mimétisme, c'est-à-dire qu'ils vont imiter ce que le prof est en train de leur enseigner, donc ils reproduisent. Et là, ben lui, il s'est dit, ça n'a pas de bon sens, il dit, si on veut vraiment faire des mathématiques
aux élèves. Et moi, souvent, à l'époque, je disais, même avant de lire les travaux de Peter, tu sais, de dire qu'est-ce qu'on veut que nos élèves fassent en maths. Est-ce qu'on veut développer un poignet qui écrit vraiment bien? Donc, on veut renforcer la main et le poignet ou on veut renforcer les neurones et le cerveau? Donc, Peter est arrivé avec 14 pratiques à mettre en place que lui a testées dans des classes. Donc, et ces 14 pratiques-là, ben, on peut les implanter en bloc. Et dans son livre, évidemment, il y a un livre qui est sorti, qui a été même traduit en français. Donc, c'est disponible pour les enseignants. Je pense que dans l'article, en plus, quand on lit la revue en ligne, là, il y a les ressources, là, je Oui, pense il y qu'ils a peuvent tous les liens, cliquer là. les Oui. liens, donc les gens pourront consulter aussi là, de ces éléments-là dont je suis en train de parler. Et évidemment, ben, nous, on a mis l'emphase sur les trois premières parce que les trois premières, pour l'avoir expérimenté moi-même, et je pense que même Stéphanie qui est là l'a expérimenté, il y a des trucs dans les trois premières pratiques. En fait, les trois premières, je vais les nommer, là. On parle des types de problèmes qu'on va faire avec les élèves. On parle de former des équipes collaboratives. C'est des équipes collaboratives qui sont aléatoires et sont visiblement aléatoires. Donc, les élèves, il faut qu'ils voient comment on forme les équipes, puis que ce n'est pas le prof qui décide comment former les équipes. Puis la troisième pratique, ben, c'est l'endroit aussi où les élèves travaillent. Bon, on parle de les fameuses surfaces verticales non permanentes. Ça veut dire quoi, ça, ce beau titre-là? Ça veut juste dire que les élèves vont écrire sur des surfaces où ils peuvent effacer et que c'est non permanent, c'est-à-dire que la place de l'erreur avec ces surfaces-là est omniprésente. Donc, c'est-à-dire que l'élève n'est pas enfermé dans un carcan. Donc, moi, c'est entre autres ces trois pratiques-là, sérieusement, tu sais, après 30 ans d'ancienneté ou presque, mettons, on va dire ça. On en essaye plein de trucs. Et sérieusement, les surfaces verticales, entre autres, puis la formation des équipes collaboratives, c'est vraiment un élément où on a des, on a des avancées majeures au niveau de ce que les élèves font. Évidemment, il y a toujours l'élément de nouveauté quand tu es le premier avec qui les élèves font ce genre d'activité-là. Il arrive une journée, il n'y avait pas de plexiglas dans ta classe, il arrive, là, tous les murs, il y a des surfaces verticales. C'est sûr que ça change un peu la façon qu'on va travailler en mathématiques. Ça, c'était la deuxième partie. Fait que Peter a travaillé depuis longtemps. Et là, je vous dirais que mondialement, il y a beaucoup de pays qui sont. Le livre a été traduit en plusieurs langues. Bon, puis comme je l'ai écrit dans l'article, ça ne règle pas tous les mots. Puis, tu sais, mettre en place ces 14 pratiques-là, je vous dirais que c'est un travail de 5 à 7 ans, mettons, là. C'est comme Ben, un. c'est quand même beaucoup, là, 14 Oui, oui, pratiques. 14 pratiques, là, tu sais, on parle des types de devoirs, on parle de l'évaluation, de la prise des notes de cours. Donc, il y a vraiment, on va vraiment faire le tour de tout le portrait du genre de choses qu'on fait dans une classe de maths. Donc, on change vraiment le rapport enseignant-élève. Donc, c'est vraiment des changements de paradigme pour certains. Quand on lit ça, il y a vraiment des choses intéressantes. Puis, tu Et sais, on a ben, bien. juste, je vais Vas-y. juste te couper, mais j'étais un petit peu avant les fêtes, j'étais aux premières seigneuries. Puis eux, ils ont implanté là, des communautés de pratique en mathématiques innovantes. Tu dois les Oui, connaître oui. aussi, là. Donc, puis je pense qu'ils tirent beaucoup profit, là, justement, des surfaces verticales, puis des équipes collaboratives. Puis ça semble vraiment donner beaucoup de résultats là, dans leur milieu. C'est beaucoup au primaire pour l'instant, mais ils sont en train de commencer à l'implanter aussi au secondaire, là. Fait que je pense que Ouais, c'est quand puis même moi, intéressant. j'accompagne là, présentement j'accompagne des classes au primaire, là, premier cycle, troisième cycle. Là, on essaie de trouver avec le premier cycle, là, là, il y en a qui sont surpris. Mes collègues rient de moi un peu parce que, bon, à la base, je suis un prof de maths au secondaire. Et là, à la blague, tout le monde dit tout le temps que je vais aller faire de l'accompagnement en premier cycle. Et là, ben, les profs de première, deuxième année m'ont invité dans leur classe et je vais aller travailler avec des petits. Et OK. là, je suis pas, c'est super cute des petits, donc on devrait travailler pour justement comment avec des petits aussi, ça ressemble à quoi de travailler avec des surfaces verticales et tout ça. Puis il faut savoir que les équipes, tu sais, par exemple, avec des petits jusqu'en 3, à partir de maternelle, première, deuxième, parce qu'on parle il y a des élèves de maternelle aussi, là. Donc, normalement, c'est en équipe de deux, tu sais, si on veut les faire travailler en équipe. Et à partir de la troisième année, c'est des équipes de trois. Donc, parce que Peter a testé toutes les quantités d'élèves dans une équipe, donc, on s'est rendu compte qu'avec les tests qu'ils ont fait, donc ça, c'est
pour les équipes. Mais c'est vraiment des pratiques, donc c'est vraiment lire le livre sans parler. Moi, je pense que de parler avec les collègues, tu sais, il y en a qui achètent ça, mais tu sais, c'est pas de dire, OK, je vais tout faire ça, puis ça vient de régler tous les Mhm. problèmes de ma classe de maths. C'est des outils qui sont vraiment intéressants. Donc, ça parle vraiment. Et le livre, moi, je trouve qu'il est très bien fait parce qu'il y a tout le temps, à la fin de chaque chapitre, il y a une foire aux questions qui va nous parler de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis comment il va poser des questions, des vraies questions de dire de situations réelles qui peuvent arriver dans une classe, donc comment ça peut aider l'enseignant. Et évidemment, la troisième partie de l'article, c'est ma partie préférée parce qu'on parle de technologie. Hein? Donc, pour moi, la technologie, ça fait 30 ans que j'en parle. Ça a toujours été un incontournable dans ma classe. Puis c'est sûr qu'avec les années, il y a des outils. Bon, là, je ne peux pas parler de la panoplie d'outils que j'ai utilisés à travers les années. C'est sûr que là, on était rendu à ce temps-ci. Fait que je parlais des outils que j'utilise quand même depuis déjà 2011. Hein. Ça fait déjà un bout de temps que ces outils sont pas tout là, mais c'est ça. Donc, il y avait deux outils qu'on a mis de l'avant, donc Desmos Classroom et Polypad, par exemple, qui sont des outils vraiment intéressants. Mais au-delà de l'outil technologique, pour moi, dans l'article, on parle de comment je choisis un outil technologique que je vais utiliser avec mes élèves et qu'est-ce que cet outil va me permettre de faire? Moi, je pense que c'est ça l'important. Et c'est ça qu'au lieu du côté flashy, puis ça fait beau et ainsi de suite, ça fait sauter des pétards ou peu importe. Là, donc, il y a des outils, moi, je considère, qui sont par exemple, dans l'enseignement des maths, pour toutes sortes de raisons, qui sont nuisibles. Tu sais, par exemple, il y a des outils de quiz, par exemple, et là, des outils de quiz interactifs, il y en a. C'est Il y probablement en a beaucoup. l'outil technologique dans toutes les disciplines qu'on a. Sauf qu'il y a des outils où les élèves, par exemple, pour répondre aux questions, doivent répondre rapidement parce qu'il y a un minuteur. Puis on le sait qu'on ne veut pas ça dans l'enseignement des maths, d'avoir du minutage dans les activités, de ce type d'activité-là, parce que ça fait croire à l'élève que pour être bon en mathématiques, il faut être rapide et c'est pas ça qu'on veut développer. Donc, c'est pour ça que la technologie, il faut la choisir avec des éléments pédagogiques en tête. Puis, on parlait de tu sais, on a mis des picots, donc est-ce que mon outil va permettre d'offrir une rétroaction aux élèves? Ça va demander de faire une analyse informelle avant de l'analyse formelle. Ça permet d'avoir des conversations mathématiques. Donc, on a nommé plein d'éléments comme ça pour aider des fois les profs à faire des choix de ce que les outils peuvent permettre de faire en mathématiques. Et c'est surtout que, avec la technologie, on ne veut pas faire des élèves tu sais, je pense entre autres en l'intelligence artificielle, c'est de dire, l'intelligence artificielle, ça va nous aider à faire des parcours personnalisés aux élèves. Moi, en mathématiques, je ne veux pas avoir un élève assis en arrière d'un ordi tout seul qui parle jamais à personne. C'est justement pas ça que je veux que ça fasse. Je veux que les élèves discutent de mathématiques, je veux que les élèves confrontent des idées mathématiques. Puis c'est pas en arrière d'un ordi avec son parcours personnalisé que je vais l'aider à faire ce genre de choses-là. Fait que c'est ça. Donc, les outils, ben, on a parlé de Desmos et puis comme Julie, je vais faire une plug pour la COPS parce C'est qu'on bon. offrira pour la première fois, écoute, on l'a fait souvent au secondaire, donc on fait une journée complète à la COPS le mardi pour Desmos, Classroom et Polypad au primaire. Fait que pour les profs du primaire, toute une journée complète. Fait que ça, j'ai bien hâte de ça, donc voilà. Puis, ben, ça fait le tour un peu des trois parties là, qu'on a mis dans l'article. Là. Donc, on a parlé de ces éléments-là. Alors, Fait que t'es pour, en fait, le titre, hein, on se rappelle le titre au départ, c'était les trois pratiques à connaître pour enseigner les maths de façon optimale et dans le plaisir. Donc, c'était ça l'objectif avec ces éléments-là. Ben, merci beaucoup, Merci, Jocelyn. Martine. Je vois que tu es en train de te reconvertir vers le primaire, on dirait. Ah, ben, peut-être pas tant que ça, mais j'essaie. C'est bon. Merci. Mais là, je vois le temps qui file, donc on va passer tout de suite à notre quatrième autrice qui est avec nous. Donc, Stéphanie Rioux.
Donc, l'article, c'était l'art subtil de faire parler les chiffres et d'éduquer aux médias. Donc, je te dirais que c'est un article qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de notre équipe à l'École branchée quand on l'a lu parce qu'on trouvait ça tellement original d'avoir jumelé les mathématiques puis l'éducation aux médias. Donc, faire parler les chiffres, on le sait, là, dans les médias aujourd'hui, on est bombardé de statistiques, de chiffres et tout ça. Donc, d'aller créer une activité pour permettre aux jeunes de développer leur esprit critique quand ils voient des statistiques là, sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Donc, je te laisse la parole, Stéphanie, pour parler un petit peu plus là, de justement ce qui a conduit à réaliser cette activité-là, puis en quoi ça consistait exactement. C'est bon, merci. Hey, bonjour tout le monde. En fait, on comprend que je ne parlerai pas de programmation aujourd'hui. On est vraiment ailleurs complètement. Je tiens à préciser aussi que j'ai été la porte-parole d'une équipe de feu. Je vais les nommer, je me permets de les nommer. Annie Turbide, ma collègue au Service national du récit de développement de la personne. David Choquette-Laplante, récit au CNSS des Hautes-Rivières. Marie-Josée Simard, CP Maths. Aux Trois-Lacs, Martin Roy, CP Maths aussi au SAMAR, puis Jean-François Mercure qui est enseignant mais qui a aussi fait un passage au récit d'épée. D'où ça vient tout ça? En fait, Annie et moi, on se connaît depuis longtemps, on a même enseigné dans la même école et depuis qu'on est au récit, on caressait le rêve de jumeler nos matières, nos disciplines qui sont assez différentes, hein, développement de la personne et mathématiques. Puis ça fait quelques années qu'on en parle, puis à un moment donné, on a mis ça sur la glace, puis il y a 2 ans environ, on a eu notre, notre idée qui a émergé. Et suite à ça, ben, on a conçu avec Jean-François Mercure une conférence qui s'appelait L'art subtil de faire parler les chiffres. Puis, au-delà de ça, ben, on a eu de la demande, puis on a vu un vif intérêt pour produire éventuellement des ressources en lien avec ça. Puis, ben, c'est comme ça qu'est né ce projet-là et la conception d'activités. Celle qui est présentée ici, c'est celle qui est pour le primaire en 6e année. On en a fait une aussi pour le secondaire qu'on a commencé à présenter cet automne pour la 4e secondaire. Oui, super. Effectivement. On pourra en parler. Puis, ben, c'est ça, dans l'article, ben, j'ai voulu un petit peu résumer là, le processus aussi, qu'est-ce qui nous a amené là, puis qu'est-ce qui a fait que le développement de la personne, ou plutôt éducation aux médias qui est lié au programme de CCQ, a été un mariage improbable et heureux avec le domaine de la mathématique. Donc, en fait, au début de l'article, ben, c'est ça, on parle du fait que c'est vraiment important d'éduquer nos jeunes aux médias. C'est vraiment un enjeu qui est primordial à l'ère du numérique parce que ces jeunes-là sont bombardés, là, sont constamment exposés à des contenus à travers les différentes plateformes, les différents médias numériques. Puis il faut les amener à développer un esprit critique par rapport à tout ce qu'ils voient finalement, là, parce que il faut qu'ils soient capables de valider les messages médiatiques, d'identifier les biais, les manipulations et tout ça. Pour en faire des citoyens, qui sont responsables, qui sont actifs, qui sont capables de prendre des décisions éclairées face à toutes les informations auxquelles ils sont exposés. Puis, ben là, le mariage avec les mathématiques, c'est que je vous donne le défi de porter attention, vous, dans votre propre consommation de médias numériques, à quel point la mathématique, elle est omniprésente. Vous remarquerez ça dans les prochains jours. Là. Après avoir lu l'article et avoir pris connaissance de ça, je me suis mis à plus le remarquer. Puis c'est vrai là, qu'il y en a vraiment beaucoup, là, des statistiques et des chiffres de tout genre qu'on n'est pas tout le temps capable de vérifier. Là. Effectivement, là, quand on pense aux pourcentages, là, il y en a partout des pourcentages, des fractions, des représentations graphiques. Puis ça, dans différents contextes, là, ça peut être dans des contextes économiques, oui, mais dans des contextes qui sont liés à des enjeux de la société, là, comme la politique, la consommation, l'environnement, la santé, là, ça touche vraiment plein de sujets. Donc, c'est là qu'on a vu qu'il y avait vraiment un beau terrain de jeu en mathématiques pour développer l'esprit critique de nos jeunes à travers des publications qui sont présentes continuellement là, sur vraiment les différents réseaux. Et là, au-delà de ça, ben, est venue l'idée, il y a une des publications qui faisait beaucoup réagir quand on donnait la conférence, Annie et moi, c'est celle sur les footballeuses du pays de Galles. Ça a été pris sur un ancien réseau qui s'appelait Twitter maintenant, qui se nomme X, là. On a vu passer ça à cet endroit-là.
Puis, en fait, ça disait que un accord historique au pays de Galles, les footballeuses toucheraient désormais le même salaire que les hommes en sélection nationale à la suite d'une augmentation de 25 du salaire des joueuses féminines et une réduction de 25 du salaire des joueurs masculins. Fait que là, cette publication-là, pour nous, était vraiment riche parce que quelqu'un qui regarde ça rapidement, ben 25 d'un bord, 25 de l'autre Ouais. bord, bah, ben oui, Ça se rejoint. c'est la même affaire, hein? Mais, Jocelyn, qui est en mathématiques, combien de fois on insiste sur le fait que les pourcentages, c'est toujours par rapport à quoi? Tu sais, un pourcentage, oui, peut être égal, mais la quantité qui est derrière n'est pas nécessairement égale. Quand on va voir la publication sur les réseaux sociaux, la discussion qu'il y a eu juste en bas, ben, il y a beaucoup de gens qui réagissaient, hey, wow, bravo, hey, super initiative, hey, vraiment, on évolue. Alors qu'il y en a quelques-uns qui se sont permis, ouais, mais attention, tu sais, 25 d'un salaire puis 25 d'un autre salaire, c'est pas nécessairement la même chose. Bref, c'est une publication qui a généré vraiment beaucoup d'intérêt quand on la présentait. Puis on a décidé de s'en servir pour produire une première tâche qui est faite pour la sixième année, qui a été vécue dans la classe de Jean-François Mercure, justement, qui est en sixième année, qui va toucher le programme de CCQ à cause de l'aspect qui peut être traité au niveau du sexisme. Donc, la tâche, en gros, je vous donne les grandes étapes, là, ça a été détaillé dans l'article, là. Mais au début, il y a une analyse critique de la publication. Tu sais, on demande aux élèves justement de se poser des questions. OK, par rapport à c'est quoi l'émotion qui est aussi générée par rapport à la lecture de cette publication-là? Qu'est-ce que vous pensez des données mathématiques qui sont là? Euh, qu'est-ce que, c'est quoi votre réaction primaire? Mais après ça, quand on creuse un petit peu, là, on se questionne sur la validité finalement. Fait que, bref, il y a cette discussion-là qui a été faite au départ. Après ça, ben, la tâche mathématique, c'est qu'on va aller demander aux élèves, est-ce que c'est vrai? Puis c'est là qu'ils réalisent que, oh, c'est pas toujours vrai. Tu sais, puis on leur a fait faire des simulations. On a utilisé un tableur aussi pour généraliser un petit peu ces simulations-là. Puis à travers les simulations, ils ont découvert que c'est vraiment pas toujours vrai, mais ça arrive des fois que c'est vrai. Fait que là, il y en a même qui sont allés un peu plus loin. On s'attendait pas à ça. Ils ont généralisé dans quelle situation c'est vrai au niveau mathématique. Fait que ça a vraiment été riche avec des discussions incroyables. Puis, après ça, il y a tout l'aspect au niveau du sexisme. Donc, les élèves ont été amenés à discuter autour de la définition, c'est quoi du sexisme dans le cas des sports ici, quelles implications ça a au niveau des différents regroupements qui sont concernés, tu sais, que ce soit les joueurs et les joueuses, que ce soit les organisations sportives aussi. Bref, ça a permis finalement d'introduire le, 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 le partage au niveau du sexisme à travers cette activité-là. Puis les jeunes, vraiment, moi, j'étais présente quand on l'a vécu en classe, là, les jeunes ont vraiment beaucoup apprécié la combinaison. Tu sais, même eux, ils ont dit, hey, c'est rare qu'on fait du CCQ avec des maths en même temps, puis ils ont trouvé ça ingénieux, puis ils étaient très engagés, très motivés. Au niveau de la mathématique, moi, j'ai vu des élèves de sixième année faire de la généralisation qu'on peut voir là, au premier cycle du secondaire, là, donc ils sont vraiment allés au-delà des attentes du programme. Donc, voilà, j'ai fait ça un petit peu vite, là, je le sais. Ah, mais on peut déborder un petit peu là, le temps si vous pouvez. Là. Mais tu sais, je pense encore une fois, ça démontre que c'est une tâche authentique, en fait, là, Oui. comme Julie l'a mentionné tantôt en français. Là, tu sais, c'est vraiment des amener dans un contexte réel d'une publication, puis ça existe vraiment, puis on se pose des questions, réfléchit avant de porter un jugement là, sur tout ça. Là. C'est ça. Puis j'en profite moi aussi pour faire une petite publicité pour la COPS parce Ben oui, allons-y. on présente Annie et moi et nos collaborateurs qui vont éventuellement pouvoir être présents aussi là, les deux tâches qu'on a conçues là, plus en détail dans deux ateliers à la COPS, un en présence puis un en virtuel. On va présenter cette tâche-là qui porte sur le sport, l'argent et le sexisme. Puis l'autre, c'est quatrième secondaire qui porte sur l'électrification des transports et les technologies environnementales. Oh, ça risque d'être Ouais. C'est ça, je voulais justement te poser la question, c'est sur quoi
la tâche au secondaire. Ouais, c'est Puis ça. est-ce qu'elle est testée dans une école? Est-ce qu'elle a été réalisée dans une école aussi? On a commencé à la diffuser cet automne. On a beaucoup de gens intéressés, mais on n'a pas encore eu de feedback comme quoi ça a été testé. Mais on a bon espoir là, parce que là, encore une fois, l'intérêt a été vif là, quand on le présentait. Ben, moi, je pense que c'est un sujet de l'heure aussi, là. Ouais. Donc, ça risque d'intéresser les enseignants aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais merci Stéphanie. Je pense Ça que me fait plaisir. c'est ça, je pense le jumelage improbable Ouais. des disciplines, là, ça peut donner des beaux résultats là, comme ça, là, d'amener les élèves ailleurs aussi, puis d'explorer là, de nouvelles possibilités. Là. Ouais, Annie et moi, on aime appeler ça un mariage improbable et heureux. C'est bon. Puis ben, c'est ça, dans le magazine imprimé, on n'a pas pu mentionner tous les collaborateurs là, que tu as mentionnés, mais ils sont sur le site web, dans la version numérique, tout le monde est mentionné. Donc, je trouvais ça quand même important, là, justement, c'est vraiment un travail d'équipe, là, ce genre de projet. Donc, ben, je pense qu'on a débordé déjà un petit peu. Ben, je vous remercie tout le monde. Puis là, Jocelyn qui a dit vraiment des belles tâches. Donc, oui, c'est vrai que c'est des sujets très intéressants. Je pense que c'est vraiment à point sur des thèmes qui intéressent les jeunes, là, justement en 6e année, le sport, puis en secondaire 4 avec Oui, les tâches que Stéphanie et l'équipe ont montrées, c'est vraiment, écoute, c'est vraiment super. Puis elle le dit pas, mais ils font un atelier, elle et Annie, là, sur ce sujet-là. Puis c'est vraiment un atelier, je l'ai même vu 2 fois. Wow! Et quand t'es fan, t'es fan. Hey, j'ai oublié de dire qu'on a utilisé Desmos pour cette tâche-là. C'est bon. Super. Ben merci beaucoup tout le monde d'avoir été là ce midi avec nous. Puis ben, je vais terminer ben, en disant que le magazine, ben, il n'est jamais trop tard pour le lire. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez aller là, ça dans votre espace numérique ou commander une copie papier. Puis ensuite, aller de réclamer votre badge de lecture. Puis, on va se donner rendez-vous pour un prochain numéro de l'École branchée qui va sortir, vous avez beaucoup parlé de la COPS, là, mais qui va sortir juste à temps ou dans les jours là, pour la COPS au début avril prochain. Donc, il va porter sur enseigner avec les objectifs de développement durable. Donc, on va être aussi là, dans une thématique de l'art. Puis, je dirais que je suis en train là, de colliger tous les articles que j'ai reçus et ça promet d'être fort intéressant. Puis, on en a beaucoup trop, comme d'habitude, mais on va en mettre aussi sur notre site web, ce qui ne rentre pas dans la copie papier du magazine. Et ensuite, je vous annonce aussi qu'en septembre prochain, pour la rentrée, la thématique sera le bien-être et le bonheur à l'école. Donc, autant pour les enseignants que les élèves. Donc, il va y avoir un appel à texte qui va être publié là, dans les prochaines semaines pour ce prochain numéro du magazine. Donc, au plaisir de collaborer à nouveau avec vous. Fait que je vous souhaite une belle après-midi à tout le monde. Merci encore. Merci, au revoir.